Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce nouveau supplément de la série Si c'est pour la culture, on a déjà donné, qui nous conduira à explorer la manière dont se fait et se diffuse une lettre d'information, une newsletter, un smart mail, appelez ça comme vous voulez ou ne l'appelez pas comme vous ne voulez pas. En l'occurrence, il s'agit de TTSO, qui veut dire Time to Sign Off, qui a été créé par Romain Dessalles. Romain Dessalles, qui est mon invité. Romain Dessalles, bonjour. Bonjour Philippe. Comment définis-tu cette activité ? C'est un peu ennuyeux de commencer avec un gros mot, mais en réalité, et sans me prendre pour Flaubert, ce qu'on fait, c'est un travail d'écriture. Ce qu'on fait, c'est à partir d'une matière qui est l'information et avec un but qui est d'informer les gens sur véritablement ce qui nous semble faire l'information d'une journée, c'est écrire sur cette information. Et l'écriture se décompose en deux choses. Une première strate qui est une sélection, qui n'est pas de l'écriture à proprement parler, qui est une sélection, mais qui est déjà un angle éditorial. Donc, sélectionner les 5 sujets qui nous semblent être les plus importants de la journée, ceux sur lesquels il nous semble qu'il faut focaliser l'attention qu'on prête à l'actualité. Et d'autre part, les écrire avec un angle, avec un style, avec, j'espère, un sourire, une ironie, sans détruire l'aspect informatif du chose, mais de la chose, mais écrire sur ces sujets. Donc, mon métier, en tant qu'éditeur de Time to Sign Off et d'autres newsletters, mon métier est un métier d'écriture sur l'actualité. Alors, Time to Sign Off, puisque tel est le titre de cette publication. Smart Mail, ça veut dire quelque chose de particulier? Je suis un pauvre paysan de Lorient. Alors, c'est marrant que tu te sois arrêté sur ce mot qui était à l'origine la manière dont on définissait ce truc. C'est un peu un gimmick, pardon pour ce mot, mais c'est un peu une astuce marketing. On espère, on essaye de tendre vers quelque chose de malin, effectivement, quelque chose de malin en termes de format, parce que c'est court, c'est 6 minutes de lecture, et je le pense, en tout cas, c'est ce qu'on essaye de faire tous les soirs, c'est véritablement informatif. En 6 minutes de lecture, vous êtes bien informé sur ce qui s'est passé dans la journée, et c'est un peu smart parce qu'on essaye de faire un peu les malins. On parlera peut-être de l'horaire de Time to Sign Off. L'horaire dicte beaucoup le format et l'ambition d'écriture. Parlons-en, oui. On arrive à 7 heures du soir. Grosso modo à 7 heures du soir. Or, l'actualité que tu connais mieux que personne, Philippe, se dessine dans la journée. En gros, se fait sur l'aspect polémique, petites phrases, etc., dans les matinales, où les politiques, les chefs d'entreprise, enfin le public des matinales va aller être interviewé. Et puis ensuite, dans la journée, les journalistes vont essayer d'événements. C'est pas une critique face aux journalistes, mais vont essayer d'événementialiser des choses qui sont pas des événements. Il y a assez peu d'événements dans une journée normale. Et donc, on va essayer de faire monter la sauce un petit peu de l'intérêt du public, sur une journée d'actu, Et à ça se surimpose une réalité qui existe depuis une dizaine d'années, qui est celle des réseaux sociaux, qui va faire que tout le monde va être sursollicité par des messages de différents types, mais qui vont leur être poussés toute la journée sur cette information. Donc, à 7 heures du soir, l'information est une matière morte, et les gens ne sont, parce qu'elle a subi tous les cycles d'essorage de l'information, et le public auquel tu t'adresses est un public qui lui-même est un public qui a été nourri ad nauseam d'informations, et qui lui-même est un peu mort parce qu'il s'est quand même enquillé sa journée de travail. Donc, tout notre travail va être sur cet aspect brièveté et sur cet aspect écriture, de réintéresser un public qui, a priori,
a tendance à ne plus l'être, sur une matière qui est une matière qui a beaucoup, beaucoup voyagé et beaucoup, beaucoup, beaucoup été essorée. Donc, c'est de cette réussite ou non-réussite que va dépendre notre succès et le fait qu'on soit lu ou pas. Alors, 10 ans d'existence, une lettre d'information qui est en accès libre, donc qui vit de ressources publicitaires, et une formule qui a presque pas changé depuis la création. Ce qui d'ailleurs peut-être est une des raisons de son succès qui repose sur le bouche à oreille. On n'a jamais vu des affiches dans le métro disant abonnez-vous à TTSO. Et il me semble qu'il y a quelque chose de rassurant dans la pérennité de cette formule, indépendamment de ce que tu as dit sur le ton et sur le tri, puisque ce sont les deux éléments que tu as toujours définis comme dans un jeu de bois admirable qui est Triton, qui est toujours défini comme caractérisant TTSO. Commençons par le tri. Non, commençons pas par le tri. Commençons par le nombre d'abonnés aujourd'hui à TTSO exclusivement. On est à 155 000 abonnés. On est parti de zéro il y a effectivement 10 ans, septembre 2011, et on est à 155 000 aujourd'hui, ce qui est à la fois beaucoup, parce que 155 000, c'est assez important, en particulier quand ils sont aussi… on est à 80% parisiens, c'est pas du tout une volonté, c'est un état de fait. Donc c'est assez concentré. Et géographiquement et en termes de socio-économique, on est assez concentré. La concentration, encore une fois, n'est pas une volonté, mais simplement la résultante du fait que, comme c'est uniquement par bouche à oreille, les gens recrutent autour d'eux. Donc, comme c'est parti d'un milieu bien informé et parisien, bah, ça a cru sur cette espèce d'écosystème, j'ai horreur de ce mot, mais donc ça a cru sur ce démographique, là. 155 000, donc c'est pas mal, c'est assez puissant. Encore une fois sur cette population, c'est à la fois il faut raison garder, hein, c'est à la fois c'est peu de choses. D'abord, bah, tout le monde peut bien apprécier que 155 000 sur 60 millions d'habitants, c'est pas grand chose, mais pour donner une perspective, My Little Paris, qui est le modèle qui a relancé les newsletters en France, qui a été monté par une fille remarquable qui s'appelle Fanny Pescioda, au bout de 10 ans, ils étaient à plus d'1 million de femmes. Et alors, ils sont uniquement sur une segmentation par genre, mais ils étaient à plus d'1 million de femmes. Donc on est sur des échelles qui sont quand même très différentes. Donc voilà, il y a absolument pas de quoi rougir. Il y a même de quoi être très satisfait. Et du coup, c'est un business qui marche bien, TTSO. Mais en même temps, il faut pas du tout. Il faut raison garder. Alors, maintenant que nous avons jeté un œil à ceux qui, tous les jours, vous lisent, puisque presque tous les jours, c'est donc une lettre d'information qui arrive par courriel. Une fois qu'elle arrive par courriel, encore faut-il qu'on l'ouvre. Et ça s'appelle le taux d'ouverture en termes techniques. Quel est votre taux d'ouverture aujourd'hui? On est au-dessus de 60% tous les soirs, ce qui est pour le coup tout à fait phénoménal. Parce que nous, c'est notre travail d'écrire tous les jours, mais c'est une immense imposition sur les gens de recevoir une lettre de nous tous les jours. C'est vraiment une immense imposition sur les gens. Donc, on est très conscient de notre absolu impératif de légèreté et d'utilité sur notre public. Et à vrai dire, on regarde même plus les taux d'ouverture maintenant. Enfin, si bien entendu on les regarde, mais la variable la plus importante pour nous, ce sont les lectures effectives. Et je veux dire par là que on est partagé un petit peu, pas massivement, mais on est partagé un petit peu sur les réseaux sociaux. Et donc, on s'aperçoit que sur 155 000 abonnés tous les soirs, on est lu environ 120 000 personnes. Donc, on est à des taux qui sont des taux de lecture effective qui se rapprochent quasiment de 100% de notre base, ce qui est très, très impressionnant. Ça, pour le coup, enfin, on en est les premiers impressionnés et les premiers immensément reconnaissants. Alors, j'en reviens à
ce qui arrive par le biais de cette lettre d'information, c'est fabriqué tous les jours. Il y a une équipe de combien de gens pour la fabriquer? On est 5. On est 5, mais à la rédaction, on n'est véritablement que 2. Hein. C'est-à-dire deux qui rédigent, de la rédaction dans le sens strict du mot, c'est-à-dire ceux qui rédigent. Mais il y en a, donc les autres font, il y en a 2 pour le ton et 3 pour le tri, si je comprends bien. Non. Le ton et le tri sont entièrement dans les mains de la rédaction. Donc, sur le produit que tu reçois tous les soirs, ce produit-là est fait par 2 personnes en termes, encore une fois, en termes rédactionnels. Les autres, comme tu l'as dit, c'est un métier qui marche des annonceurs. Donc, j'ai besoin d'aide sur les annonceurs. Donc, j'ai une personne qui s'occupe du commercial. Il y a une personne qui s'occupe de l'administratif. Et puis, il y a une sorte de grenadier voltigeur qui fait des projets, etc. Parce qu'il y a pas mal de choses qui ont lieu derrière la scène de TTSO, même si tu n'en vois que le produit phare, qui est cette newsletter qui arrive le soir. D'où sortent-ils ces gens qui s'occupent du tri et du ton? Ah bah alors, il sort pour le numéro 2 de la rédaction. Il était, figure-toi, au Quai d'Orsay, où il s'ennuyait gravement. Et donc, il a répondu à une annonce de TTSO il y a quelques années. Et il fait des merveilles chez TTSO. Et surtout, il a fait immensément progresser. Moi, je suis très intéressé et je pense que je comprends bien la macroéconomie. Donc, TTSO il y a toujours eu un biais macro chez TTSO. Je suis très mauvais en relations internationales. Je suis en relations internationales. Lui est très fort. Donc, il a fait beaucoup progresser ces sujets-là chez TTSO. Il a énormément apporté à ça. Dans la manière dont est construit la lettre quotidienne, qui se termine toujours par un clin d'œil à la littérature érotique, à laquelle d'ailleurs il manque Mirabeau. Je ne sais pas pourquoi, mais personne. Mirabeau est systématiquement, c'est pas vrai, Philippe, Mirabeau est systématiquement cité le 14 juillet parce qu'on fait un numéro révolutionnaire et Mirabeau est toujours cité le 14 juillet parce que c'était pas le dernier, effectivement. C'est le cas. Donc, ça se termine, évidemment, c'est une vieille ruse pour être certain que le lecteur ira jusqu'au bout, in cauda venenum, si je puis dire. Mais auparavant, donc, les sujets sont organisés avec un caractère identique de leur taille, et ça, c'est tous les jours. Et ça, dans la mesure où TTSO a du retour de ses lecteurs, est-ce que ça fait partie des choses qui rassurent quand on reçoit un truc dans sa boîte en disant « Oh là là, bon, est-ce que je vais l'ouvrir ?» Là, on sait que ça ne sera pas plus long que la veille et pas moins long que le lendemain et structuré de la même manière et on s'y retrouve tout de suite. Ouais, je pense qu'effectivement, c'est un des éléments, que la promesse soit tenue soir après soir, au moins dans le format, hein, je ne te dis pas dans la réussite, mais que cette promesse-là soit tenue de manière très disciplinée est un élément important. J'en veux pour preuve que on a il y a un immense investissement et mon cœur d'éditeur s'ouvre en deux en disant ça, mais il y a un immense investissement de nos lecteurs. Le feedback qu'on reçoit est absolument dingue et d'une chaleur vraiment extraordinaire. Donc il y a cet investissement des lecteurs dans TTSO et de temps en temps, alors laisse-moi préciser un truc, il n'y a jamais un moment où on dit ce soir on fait moins bien, on fait moins d'efforts, on laisse passer le truc. On fait le mieux qu'on peut faire tous les soirs. Vraiment, on laisse rien sur la table, on donne tout tous les soirs. Mais il y a des moments où on laisse apparaître des états d'âme. Il y a quelques mois, on avait, je sais plus, l'actualité était tellement déprimante, etc., que justement sur le sujet érotique de Dernier Truc, on écrit, ce soir, vous savez quoi, on n'y est pas arrivé, on n'est pas arrivé à avoir cette légèreté, cette espèce le sujet érotique, tu sais, pour nous, c'est l'ambition cachée ou à peine cachée d'ailleurs, c'est toujours de se dire que on a peut-être une fois, un jour,
pour un lecteur, aider à ce qu'il fasse l'amour ce soir-là, alors qu'il en avait pas l'idée. Et cette espèce de légèreté, ce soir-là, on l'avait pas eu et on l'avait écrit. Et on avait reçu un courrier absolument phénoménal des gens nous disant mais non, mais votre mission, c'est pas vos états d'âme. Votre mission, c'est tous les soirs de livrer ce que vous livrez. Et dans ce que vous livrez, il y a cette part de légèreté, il y a cette part de trucs immensément sympathiques qui est le fait de faire l'amour avec des gens consentants. Et donc, il nous rappelait notre mission. Donc oui, le fait de livrer de manière très militaire un format et de livrer sur une promesse est quelque chose de tout à fait fondamental pour nous. Est-ce qu'on peut dire que pour vos lecteurs, le fait d'être abonné gratuitement, je le rappelle, à TTSO, ce qui se traduit souvent d'ailleurs par le fait de devenir un agent de propagande de TTSO, puisque comme je l'ai dit, ça ne marche que par bouche à oreille. Mais pour vos lecteurs, je reprends ma question, le fait d'être abonné à TTSO, est-ce que ce n'est pas devenu dans le milieu, il me semble assez étroit, même si ça fait 155 000 personnes, de gens qui vous lisent tous les jours, c'est devenu une espèce d'élément d'identité, une espèce d'élément de distinction, je dirais même. Alors, deux choses. D'identité, j'espère. Très sincèrement, l'ambition de TTSO, qui n'est pas une ambition, une petite ambition, c'est d'être l'espèce de langue franche pas d'un milieu, mais effectivement que les gens se reconnaissent, qu'ils se disent qu'il y a une sorte d'impératif d'avoir lu TTSO. Si je le dis de manière vraiment pétage de plomb, j'aimerais que TTSO soit ce qu'était Le Monde en 1982 ou peu importe, mais quand il y avait cette espèce d'obligation pour en tout cas pour les gens qui habitaient Paris à 5 heures du soir avoir lu Le Monde et pouvoir en parler le soir, soit à la table familiale, soit dans les dîners en ville. J'aimerais que TTSO ait cette espèce de place centrale dans les conversations. Ensuite, sur l'autre aspect de ta question, qui est en être ou ne pas en être, j'ai tous les défauts du monde. Mais il n'y a pas une once de snobisme en moi, pas une once. Et on fait très attention à ce que TTSO, je le dis toujours, on n'écrit jamais en haut. On n'est jamais en hauteur. On est toujours au niveau des gens qui nous lisent. Et d'ailleurs, pourquoi en irait-il autrement? Nous avons le niveau des gens qui nous lisent. Il y a aucune espèce d'exclusive dans les termes utilisés, dans les sujets abordés, dans la manière dont on s'adresse au lecteur. Et je serais mortifié de me dire que j'ai créé un média qui ne s'adresse qu'à un type de population. J'ai reçu un email il y a quelques temps maintenant d'un type qui nous disait sans doute votre seul lecteur agriculteur. Et ça m'a fait à la fois immensément plaisir et immensément de peine. Immensément plaisir d'avoir un lecteur agriculteur, ce qui effectivement, quand on regarde les démographiques de TTSO, n'est pas la majorité, et immensément de peine que malgré tous ces efforts qui sont de bonne foi, je te prie de me croire, sur le fait d'avoir aucune espèce d'exclusive, cette personne se dise c'est plutôt un truc de citadin. Objectivement, la seule chose qui soit citadine et parisienne dans TTSO, c'est ce qu'on fait le week-end, ce qu'on fait le vendredi, dans notre numéro du vendredi, qui s'appelle la to-do du week-end, et où, quand la vie était normale et qu'on pouvait aller au cinéma, on parlait systématiquement de cinéma parisien, parce que j'aime beaucoup les vieux films, et on parlait de la Filmothèque du quartier latin, ou de trucs qui ont lieu à Paris, parce que c'est effectivement les choses qu'on fait ou qu'on a envie de faire. En ce qui concerne les agriculteurs, à mon avis, le taux de progression dans le milieu agricole de TTSO est fortement limité par le fait qu'il paraît à l'heure de la traite. Que donc, mais je ne faisais pas allusion à un snobisme, bien que le snobisme se mêle de tout et que d'ailleurs le snobisme est une forme de mécénat, mais enfin, je ne m'étendrai pas là-dessus. Non, je voulais dire par là que le fait de se reconnaître, de s'affirmer comme un lecteur de TTSO, je crois que dans la mesure où, année après année, cette lettre d'information a réussi à créer une atmosphère, c'est-à-dire une atmosphère où il y a à la fois du sérieux, d'ailleurs beaucoup de sérieux économique, actualité qui est difficile à traiter par-dessous la jambe, mais qui peut être traitée avec le sourire, avec le ton
dont nous avons parlé, je pense que c'est une façon de dire qui on est. Comme j'ai pu remarquer à certaines émissions de radio que les gens qui se reconnaissaient ou apprenaient qu'ils étaient auditeurs de telle ou telle émission se trouvaient une sorte d'atome crochu préalable, si je puis dire. La même chose, d'ailleurs, était vraie à un certain moment quand le fait d'acheter l'eBay, c'est de se promener avec l'eBay sous le bras, non pas pour faire son snob, mais parce que c'était l'eBay qu'on lisait. Puis bien avant, ça a été aussi le cas pour Le Monde, c'était plutôt dans les années 70 que dans les années 80. Je pense qu'il y a un élément d'identité qui peut aussi devenir un élément de distinction. Mais bon, je ne veux pas... Non, mais sur ce point, Philippe, que les gens se reconnaissent, ça, en revanche, je pense que c'est un facteur de la grande réussite de TTSO, qui est sa sincérité complète. C'est-à-dire que on peut dire ce qu'on veut de TTSO, que c'est trop de droite, que c'est trop de gauche, que c'est trop rive gauche, que c'est trop... on peut dire absolument ce qu'on veut. On ne peut pas nier que soir après soir, ce soit une voix totalement sincère, au point de la contradiction, du fait de professer des opinions qui ne sont pas celles de nos lecteurs nécessairement, au point de l'opposition, de l'agacement, etc. Mais c'est une voix totalement sincère. Donc, ce qui est vrai, c'est que les gens qui lisent TTSO avec fidélité adhèrent je ne sais pas à quel point, mais adhèrent à et reconnaissent cette sincérité. Et que ça forme un point commun fort qui rejoint les membres de notre audience. Alors, il y a autre chose dont je veux vous parler depuis longtemps, dont je veux te parler depuis longtemps. TTSO a des soucis qui, au fond, ne sont pas toujours très modernes, contrairement à beaucoup de choses qui sont dans TTSO, et notamment un souci de l'orthographe, qui est tout à fait impressionnant, puisque quand vous repérez trop tard une faute d'orthographe dans votre dernière livraison, vous vous infligez à vous-même une amende d'un montant non négligeable et que vous versez à une association. Maintenant, ça a été longtemps, je crois, été à l'UNICEF, Ouais. et maintenant c'est à une association qui s'occupe des autistes. Ce souci vous honore, et je pense d'ailleurs qu'il doit amuser vos lecteurs, qui doivent traquer la faute d'orthographe. Oui. Ça s'est un peu retourné contre nous, oui. Et du coup, je me demande, qu'est-ce qui vous pousse à utiliser tant de mots anglais inutiles? Je veux dire, qui ont un équivalent français parfait. Je prends le TTSO que j'ai lu hier. À un moment, vous parlez d'une mesure gouvernementale qui est rebrandée. Rebrander, ça veut dire rebaptiser, renommer. Rebrander n'apporte absolument rien. Il y a benchmarking, c'est pareil, ça veut dire comparaison. Il n'y a aucune espèce de chose. Et moi, j'ai tendance à penser que l'utilisation de cet anglais, de manière générale, parce que vous n'êtes hélas pas les seuls à avoir cette manie, encore une fois, je dis utiliser les mots anglais là où il n'y a pas d'équivalent. Dieu sait que ces situations sont nombreuses. Et je pense que c'est une espèce, tantôt c'est une espèce de code entre gens de la bourgeoisie 2.0 qui veulent se reconnaître de cette manière-là. Tantôt, c'est un peu un cache-misère, il faut bien dire. En plus, je crois qu'il y a, si vous voulez, c'est au fond, il me semble, vous-même, toi-même, tu viens des métiers de la pub, après avoir renoncé au service public avec une admirable comment dire, oblativité. Ces métiers-là, les métiers du conseil et les métiers de la pub, qui sont les deux métiers que tu fais, sont des métiers, je dirais, fiduciaires. Une grande partie repose sur la confiance et sur la crédulité. Il faut dire aussi, absolument, sont aussi des métiers placebo, à bien des égards, où on dit aux gens. Et donc, on a besoin de se donner un peu d'importance et quelques signes extérieurs, et l'usage de l'anglais en est là. C'est une longue question que j'ai posée sur quelque chose de simple, mais pourquoi rebrander et non pas rebaptiser? Non, mais tu as raison sur tout. Tu as raison surtout sur le fait que ce soit un cache-misère, sur le fait que ce soit une sorte de signe de reconnaissance ridicule dans une population
qui n'est pas exempte de ridicule, qu'est la bourgeoisie 2.0, technophile, etc., et sur le fait que les métiers que j'ai exercés sont des métiers fiduciaires. Ce que je te disais sur la sincérité est un petit peu une autre manière, et c'était la manière la plus flatteuse de répondre à ta question sur l'anglais, qui est plus difficile. Cette question-là, elle tient au fait que TTSO, in fine, est un travail d'auteur, que l'auteur, c'est moi, que c'est totalement sincère et que c'est le produit de ce que je suis. Et typiquement, si on fait ce qu'est TTSO, j'ai fait Sciences Po. À Sciences Po, qu'est-ce qu'on fait? On t'apprend à écrire un paragraphe. Très clairement, à annoncer ton idée, à démontrer ton idée, à donner un exemple ou à prouver ton idée. Ce que fait TTSO soir après soir, tu prends tous les articles de TTSO, ils sont écrits comme ça. Tu annonces l'idée, tu expliques ta thèse, tu l'illustres. On fait beaucoup de chiffres, on a un fétichisme de la stat et de la contre-stat. Il y a quasiment un chiffre qui illustre chacun de nos articles. Et pourquoi il y a un chiffre? Parce que après avoir renoncé au service public, j'ai été dans le conseil. Et dans le conseil, on m'a expliqué qu'il n'existait pas une information sans chiffre. Et effectivement, et je suis tout à fait convaincu de ça, et donc tu retrouves ce chiffre dans tes TSO. Puis j'ai fait de la pub. Et dans la pub, on m'a expliqué l'impact et comment est-ce qu'on écrivait un titre. Et je pense que sur la titraille, on n'est pas mauvais. Donc, je suis le produit de tout ça. Là-dedans, dans tout ça, il y a effectivement la fréquentation de la bourgeoisie 2.0, etc. Il y a le fait que j'ai habité aux États-Unis pendant 4 ans et que je parle bien et que j'ai beaucoup parlé anglais, etc. Et puis, il y a aussi le fait que de temps en temps, c'est pas du tout le cas pour rebrander, qu'on aurait pu dire rebaptiser, mais je vais revenir sur rebrander. Et puis, de temps en temps, le mot anglais te permet d'économiser des signes. Or, dans TTSO, il ne faut jamais oublier qu'un article, c'est 450 signes, 480 grand maximum, et que l'article central fait 200 mots, et qu'on en est à un poil de signes près. Donc ça te permet d'économiser des signes. Sur rebrander, j'aimais bien l'idée d'utiliser un terme un peu ridicule marketing à l'égard d'une ruse, alors ruse entre immenses guillemets, de l'exécutif pour nous faire passer des vessies pour des lanternes. Parce que c'est exactement ce que fait l'exécutif. Il fait du marketing pourri sur un truc qui est en train de supprimer nos libertés. On appelle une transition, une phase de transition, un truc qui est une pérennisation de l'état d'urgence, exactement comme on a pérennisé l'état d'urgence antiterroriste, on va pérenniser l'état d'urgence sanitaire. Et je suis très remonté, comme ma voix qui monte le montre, sur cette question. Justement, laissons rebrander et benchmarking et accrochons-nous à ce dernier point. Au fond, d'une certaine manière, TTSO, depuis un bon moment, est une sorte d'écho et d'amplificateur aux positions qu'a prise en public François Sureau. Grosso modo, c'est votre ligne. C'est une prise de position qui est suivie par vos lecteurs ou qui se contentent, ils ne réagissent pas de manière négative. Si, on a des réactions négatives. On a des réactions négatives qui sont précisément sur les choses sur lesquelles on veut alerter. C'est que il y a une servitude volontaire, il y a une propension à la servitude volontaire, au nom de principes devant lesquels tout le monde doit s'incliner, que ce soit des principes de sécurité collective ou des principes de bien-être sanitaire collectif. Les gens sont prêts à accorder des libertés. Or, notre théorie qui suit celle de François Sureau là-dessus, c'est qu'il y a des effets de cliquet. Il y a 2 matières où on constate systématiquement des effets de cliquet, c'est la fiscalité et la liberté. Quand on crée un impôt nouveau, on ne revient jamais sur cet impôt, la CRDS, etc., tous ces trucs qui étaient censés durer 3 ans, 25 ans après, et existent encore. Quand on donne des libertés à l'État, on ne récupère jamais 100% de ses libertés. Et je ne suis pas immensément libéral, mais je pense fondamentalement que la liberté est
l'expression ultime, la manière ultime de se réaliser pour l'être humain. Et que retirer de la liberté à l'être humain, c'est lui retirer ce qu'il y a de plus essentiel. Et je pense que ce sont des combats qui doivent être menés, et d'autant plus menés qu'ils sont immensément minoritaires. Après ce sujet, j'ai un peu scrupule à aborder des sujets plus triviaux, comme par exemple le fait que depuis quelque temps, TTSO a lancé une lettre hebdomadaire sur le football. Ce qui me fait poser deux questions. L'une, c'est est-ce que ça correspond à une attente du public de TTSO? Et l'autre qui est est-ce que ça peut vouloir dire à terme de créer d'autres lettres spécialisées, là, puisque nous avons créé un BADA qui s'appelle Si c'est pour la culture, on a déjà donné, on peut imaginer un TTSO culture, et puis on peut imaginer un TTSO cuisine, un TTSO, etc., etc. Est-ce que ça fait partie des éventualités envisagées par l'équipe? C'est-à-dire l'équipe, c'est Alors, résumant à Romain Dessalles. sur le foot, sur le foot, c'est une lettre sur le sport, à vrai dire, qui s'appelle Time to SoFoot, parce que comme on l'a créé avec nos copains de SoFoot, et que je disais les deux marques sont puissantes, et en réalité c'est débile, c'est une très mauvaise idée de ma part, puisque tout le monde croit que c'est une newsletter de foot, alors que c'est une newsletter de sport en général. On l'a fait, et c'est la réponse aussi à l'autre partie de ta question, on l'a fait parce que on sait que SoFoot écrit un peu comme nous, c'est-à-dire écrit avec une voix de sincérité incontestable. Donc on savait qu'il y avait le bon auteur et le produit est très bien. Le produit est très bien, il est petit, hein, c'est moins de 30 000 abonnés. Moins de 30 000 abonnés, on ne gagne pas un rond là-dessus, c'est un peu notre danseuse avec SoFoot, etc. Et nous, et d'ailleurs SoFoot va finir par s'énerver si on ne gagne pas de rond, donc il va falloir rentabiliser cette affaire. Mais le produit, moi je suis très content du produit. Je pense que j'ai fait une erreur sur le titre, mais encore une fois, c'est une rencontre et ne prends pas ce mot pour ce qu'il n'est pas. Je ne parle pas de Flaubert, mais c'est une rencontre d'auteurs. Et ça répond à l'autre partie de ta question. Toutes les idées sont bonnes. Tu peux faire une newsletter sur la culture, comme tu peux en faire une sur les piscines en plastique, comme sur les saunas gays, tu peux faire des newsletters sur tout. Le seul truc, c'est trouver un auteur. Et c'est ça l'immense difficulté, c'est qu'il faut trouver une plume qui va te parler de la culture, des saunas gays ou des piscines en plastique d'une manière incontestable, qui s'impose, qui trouve son public. Et ça, c'est là où le modèle n'est pas industrialisable. Et c'est bien dommage, parce que j'aurais bien aimé avoir créé Facebook. Mais non, j'ai créé un artisanat. Et donc, multiplier les artisanats, c'est très difficile. Oui, ça c'est assez intéressant, je dois dire. Enfin, c'est une des choses qui sont assez intéressantes, c'est que cet artisanat, dans un monde où non seulement du 2.0, mais dans un monde où il s'agit du business, des business plans, etc., etc. Et l'artisanat qui est par définition quelque chose qui marche par le bouche à oreille. Il me semble que ce sont deux des choses que TTSO aura apporté à la réflexion générale sur la communication. Premièrement, le fait qui a été souligné à de nombreuses reprises que le courriel, l'email, pour parler un anglais inutile, que le courriel est un moyen qui est parfaitement vivant et qui n'est pas du tout ringard. Et deuxièmement, que le bouche à oreille est une méthode qui, d'abord, peut aller assez vite, mais surtout enracine une activité et enracine une relation entre un fournisseur et des clients, pour reprendre un langage de marketing à l'ancienne. Je ne suis pas convaincu. Tu as employé à plusieurs reprises le mot auteur. Est-ce que ce n'est pas plutôt style, en réalité? Ça n'enlève rien au talent littéraire de TTSO, mais c'est un style, il me semble, parce qu'un auteur, on ne partage pas un talent de plume. Avec un talent de plume, on fait du style, et qui est à la fois du sérieux et de la mise à distance, une façon de rechercher tout ce qui peut y avoir un peu de piquant dans l'actualité, et pas seulement dans la dernière rubrique, la rubrique érotique. Il me semble que on a plus affaire à un style. Mais bon, on va pas. Non, mais moi, je prends style. Je prends style parce que j'essaye de trouver un mot qui descende l'espèce de gravité et de hauteur avec un H du mot auteur.
Donc je prends bien volontiers ce style. Bon, ben, c'est peut-être sur cet apport enrichi, pardon, que je m'enorgueillis de faire à la gloire de TTSO, sauf si tu penses qu'il y a quelque chose que j'ai oublié, enfin, j'ai sûrement quelque chose que j'ai oublié, mais s'il y a quelque chose, en tout cas, parmi ce que j'ai oublié, quelque chose que tu aimerais dire avant que je ne te remercie et que nous ne nous quittions. J'aimerais quand même dire la raison du tutoiement et de la fraternité qui nous unit, parce que c'est quand même une très très belle histoire de circularité de la vie. Euh, donc, je n'ai pas eu l'honneur de participer au service public parce que j'ai passé le concours de l'École nationale d'administration il y a, je sais pas, 35 ans. 82. 35 ans, que j'étais admissible, que je me suis pointé au Grand O et qu'au Grand O tu siégeais et qu'au Grand O j'ai eu 5. Et que 30, je dînais avec une copine hier et je lui disais, putain, je vais passer un entretien avec Philippe Meyer demain. La dernière fois, c'était mon Grand O de l'ENA, je flippe un peu. Et c'est tout à fait exact. Mais c'est un bel exemple de circularité de la vie quand même, de 35 ans après, se retrouver soit interviewé au titre de quelque chose qu'on a fait et dont on est fier. Donc tout ça est immensément plaisant. Séparons-nous en effet sur cette célébration de la circularité de la vie. Romain de Salle, merci. TTSO et donc d'accès libre et d'accès libre et très facile. Merci Romain. Merci Philippe.